dans le projet Livré pas complet des calculs des structures à la main, qu'on avait commencé avec vous, je vous avais dit que nous allons également travailler sur le chapitre 3, ok, sur le titre des éléments du portique de l'ossature. Comment l'ingénieur peut calculer un portique sur ce projet? Saviez-vous que les portiques ne se calculent pas de la même façon que les calculs des poutres longitudinales? Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur le chapitre 3, sur le même projet qu'on avait commencé ensemble avec vous, donc le bâtiment R+5. Ok, donc c'est un projet de calcul des structures à la main. Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble avec vous, les amis, comment est-ce que l'ingénieur peut faire l'étude des éléments du portique de l'ossature. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, quand je parle de l'ossature, donc il faut comprendre qu'il s'agit tout simplement de l'esquelette de la structure. Vous voyez, donc d'une manière un peu complexe, il s'agit de l'esquelette de la structure. Mais néanmoins, les portiques ici, c'est ce qui fait également que de manière à ce que l'ingénieur puisse avoir une bonne précision à ce qui concerne les éléments des réductions pour bien calculer la structure. Donc, dorénavant, il faut aussi comprendre que le titre des éléments du portique ne se fait pas au hasard. Ok, donc ça dépend d'un projet à un autre. Ne se fait pas au hasard. Donc, l'ingénieur doit bien étudier d'abord son projet. L'ingénieur doit bien comprendre, à ce qui concerne, bien sûr, le mécanisme des ruptures tracées, quelle est justement la partie la plus influencée ou la partie la plus exposée. Ok, donc c'est en vertu de ça que l'ingénieur pourra maintenant faire directement cette bonne précision de l'étude des éléments du portique de l'ossature. Alors, les amis, également, je vais vous rappeler que déjà, j'ai posté beaucoup de vidéos concernant cette formation. Alors, je vous prierai premièrement d'aller dans notre chaîne YouTube, que ce soit Jinkunga Tutoriel ou bien Académie des logiciels d'ingénieur. Allez-y sur les deux chaînes YouTube que je viens d'énumérer, pour essayer un peu de suivre comment on avait débuté ces projets. À chaque fois, je l'ai dit que je calcule les structures à la main. C'est très important pour un ingénieur. C'est très important. L'ingénieur ne peut pas seulement se fier dans les calculs faits, par exemple, par un ordinateur. C'est un atout, oui, c'est bon, c'est bien, puisque ça vous permet d'être beaucoup plus rapide, mais aussi d'avoir une certaine précision. Mais néanmoins, l'ingénieur doit maîtriser aussi les calculs des structures à la main. Puisque tout ce que nous faisons sur un ordinateur, bien sûr, c'est fonction de tout ce qu'on avait appris, justement à l'université, ou je dirais même à la main. Vous voyez? Je peux prendre un exemple. L'ingénieur peut se retrouver à un endroit où il n'y a pas d'électricité. Malheureusement, vous n'avez pas aussi d'autonomie. Alors, supposons par exemple qu'on vous remet un projet de manière à ce que vous puissiez calculer. L'ingénieur ne peut pas dire que non, là, je ne ferai pas calculer de temps puisque je n'ai pas un ordinateur. Ou bien, je ne ferai pas calculer vu qu'il n'y a pas d'électricité. Vous voyez, ça sera un peu compliqué pour vous. L'ingénieur doit se sentir au moins compétent pour que, même s'il n'y a pas de courant, même s'il n'y a pas un ordinateur, mais néanmoins, d'autant plus que vous avez maîtrisé les calculs des structures à la main, eh bien, tu peux toutefois calculer. Donc tu peux parler le même langage que, par exemple, si tu avais travaillé ou bien si tu travailles sur un ordinateur. Travailler sur un ordinateur, ça peut être soit vous travaillez sur des logiciels, comme Robot Structural Analysis Professionnel par exemple, ou bien Acobri, ou bien Tecla Structure, ou bien peut-être, voilà, donc il y en a plusieurs, donc il y en a plusieurs, donc l'ingénieur ne doit pas se sentir au moins limité. Raison pour laquelle on nous les rappelle chaque jour que l'ingénieur est considéré comme un petit dieu, comme un dieu en minuscule. Pourquoi? Puisque c'est un génie. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien les calculs des structures. Raison pour laquelle, par rapport aux demandes que j'ai reçues auprès de mes amis, des confrères, des téléspectateurs, je m'étais dit que non, ça vaut la peine pour moi de faire ce genre de formation sur les calculs des structures à la main. Donc, je pense que je bien dit là-dessus. Alors, si vous êtes prêts, les amis, j'aimerais que nous puissions donc démarrer cette formation. Nous allons voir donc le chapitre 3, comme je l'avais dit au début, sur étude des éléments du portique de l'ossature. Prenez note, notez s'il y a des questions. Laissez-moi des questions. Au moment opportun, en tout cas, je vais répondre à toutes vos questions. Si au moins je n'ai pas le temps de répondre directement au message que vous postez, ou bien au message, de la manière dont vous écrivez,
eh ben, je peux répondre directement ou bien indirectement pendant mes formations. Comprenez que je suis trop pris, mais qu'à cela détienne, je peux que partager tout ce que je mets à votre disposition pour aider notre communauté. Si vous êtes prêts les amis, suivez-moi juste après ce générique. Étudions ensemble ces éléments diportiques de l'ossature. Les amis, la première des choses à faire ici, premièrement, je vais essayer un peu de revoir encore une fois de plus le mécanisme des ruptures qu'on avait tracé. Ok, puisque tout est fonction de ça. Voilà. Dans ce mécanisme des ruptures, on avait calculé déjà donc le PL1, c'est-à-dire la poutre longitudinale 1, le PL2, ok, le PL3, ça c'est le PL4 d'ailleurs, le PL3 est là, le PL4, le PL5, le PL6 et le PL7. Ça c'est PL8, donc PL7 est là. Voilà, PL6, PL7, PL8. C'est pour dire quoi? Concernant les poutres longitudinales, on avait calculé déjà pour les poutres longitudinales de la dalle terrasse, mais aussi les poutres longitudinales de la dalle d'habitation. Des dalles d'habitation plutôt. Alors, maintenant, je suis au niveau de PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT8 et PT9, ainsi que PT10. Ok? C'est pour dire quoi? En réalité, les portiques que moi je vais calculer, ça sera suivant donc cette direction. En faisant bien sûr une coupe transversale, ça sera suivant cette direction transversale. Ok? Maintenant, sa particularité est quoi? D'autant plus que c'est un bâtiment symétrique. C'est-à-dire vous avez une partie ici qui se ressemble avec l'autre partie. Je vais premièrement définir d'abord la surface d'influence. Ok? Quand je dis la surface d'influence, cela va m'aider également de comprendre à ce qui concerne le fait du vent, quelle est beaucoup plus la surface d'influence du vent, ok? Et c'est ce fil-là que moi également je vais considérer comme le fil exposé qui pourra m'aider maintenant à calculer donc le portique. Je m'explique. Par exemple, si la surface d'influence se situe au niveau de la poutre PT1, c'est-à-dire la poutre transversale 1, c'est-à-dire que c'est cette poutre que moi je vais considérer comme directement comme le fil des poutres le plus exposé. Ok? Si ça se situe au niveau de PT2, je vais faire la même chose. PT3, je ferai également la même chose, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça en fait les principes. Alors, je vais faire simple. On y va. Nous allons voir ça ensemble avec vous. Par exemple, à ces niveaux ici, les amis, je vais descendre rapidement. Regardez d'abord ce que moi je vais faire. Je commence premièrement d'abord à tracer la surface d'influence. Ok, donc je vais définir d'abord la surface d'influence. Ok, donc le mécanisme de rupture que je vous ai montré là-bas, exactement, c'est ça également ici, c'est la même chose. Alors, déjà en termes de dimensions, la grande portée ici, donc la surface du bâtiment, ça fait 25 mètres 15 x 12 mètres. Ok, 25 mètres 15 x 12 mètres. Comment maintenant je fais pour ressortir directement la surface d'influence? Alors, je suis censé de vérifier tout simplement les portées de mes panneaux. Ok, c'est comme je vous avais dit, donc c'est un bâtiment symétrique. Donc déjà, il faut comprendre que la même portée que j'ai ici, ok, c'est idem que de l'autre côté. Vous voyez, puisque là, ça va faire 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres 15, là également 4 mètres 15, 4 mètres. C'est la même chose. Donc c'est pour dire que la surface d'influence peut se situer soit à gauche, tout comme à droite, j'aurai la même chose. Alors, comment je fais, par exemple, pour déterminer cette surface d'influence? Je regarde d'abord le panneau. Ok, le grand panneau ici.
De l'autre côté ici, j'ai un panneau de 4 mètres. Le panneau de 4 mètres. Et puis ici également, j'ai un panneau de 4 mètres 15. Le principe, c'est quoi? C'est-à-dire que si je vais déterminer, par exemple, le surface d'influence, ou la surface d'influence, tout simplement, puisque je ne pourrais pas le faire de part et d'autre, d'autant plus que c'est un bâtiment symétrique. Alors, je suis obligé de considérer d'abord le premier panneau ici. OK? Le premier panneau, sa portée, ça fait 4 mètres. Donc, j'aurai 4 mètres. Ça sera dans le L1. Je vais nommer ça L1, qui est égal à 4 mètres. Et puis, deuxième panneau ici, je vais le nommer L2, qui est égal à 4 mètres 15. OK? Maintenant, si je vais trouver la surface d'influence ici, c'est-à-dire, c'est juste question de faire le L1, je vais le diviser par 2, plus le L2 divisé par 2. OK? Donc, cela veut dire quoi ici? Si je prends L1 divisé par 2, donc ça sera 4 divisé par 2, donc j'aurai 4 ici divisé par 2. Ça me donne une valeur de 2. OK? Donc 2 mètres. Tandis que de l'autre côté, j'aurai maintenant 4.15 que je vais diviser par 2. Ça me donne une valeur de 2 points, je crois, 0,1 ou oui, 0,1 je crois. Vous voyez, donc raison pour laquelle vous voyez ici que là, donc j'ai 2 mètres, voilà, donc 2 mètres à peu près. OK, 2 mètres à peu près, de l'autre côté 2 mètres 4. Vous voyez, donc le total ici, ça me fera... attendez, je vais prendre même la calculatrice. Faire ça ensemble avec vous, comme ça, je veux que nous puissions avoir vraiment une précision là-dessus, hein, pour ne pas commettre une erreur. Voilà. Attendez, je vais prendre d'abord ma calculatrice pour vérifier au fur et à mesure. Ah, j'avais déjà une calculatrice d'ailleurs. Ça, je peux le fermer. Ok, je prends que ça, je vais d'abord enlever ça. C'est-à-dire quoi ici? Là, j'aurai 4 mètres. Ok? 4, je divise ça par 2. Voilà, divisé par 2. Voilà, ça me fera 2. De l'autre côté, 4.15. Je divise ça par 2. Ça me fait ça. Ok? 2.75, 2.75. Mais de l'autre côté ici, d'autant plus que ça sera pris aussi d'axe en axe. Voilà, donc, raison pour laquelle je vais majorer. Au lieu de prendre 75, je pris donc 4 mètres 08. La surface d'influence. Étant donné que la surface d'influence est connue, maintenant, je vais faire maintenant l'évaluation de charge verticale. OK? Puisqu'il s'agit bien sûr d'une charge verticale. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Nous prendrons comme poutre transversale, OK, du portique PT8. OK? La poutre qui est justement au milieu de la surface d'influence. D'autant plus que la surface d'influence qu'on a trouvée se situe à ce niveau ici, puisque là, c'est divisé par 2. De l'autre côté également, vous avez les panneaux divisés par 2. Et la portée et la distance ici entre justement deux panneaux, on a trouvé une valeur de 4.075 arrondi à 4.8 mètres. OK? Donc c'est pour dire que la file ou bien la poutre continue, la plus exposée, qu'on a considérée ici, donc c'est cette poutre ici. OK? Donc c'est cette poutre qu'on a considérée comme la poutre la plus exposée. Pourquoi? Puisque ça se situe tout simplement sur la zone d'influence. Vous voyez? Donc c'est ça la poutre. OK? C'est la poutre donc PT8. OK? Donc c'est ça l'explication. La poutre PT8 que vous voyez ici. PT8. Alors, donc la surface d'influence de la charge verticale qui agit sur ce portique est représentée tout simplement à la figure de cette page. Vous voyez? Donc, tel que représenté ici. Alors, maintenant, comment présenter son chargement? Regardez maintenant le chargement de la poutre transversale influencée. Vous voyez, donc c'est ici où j'ai représenté donc son chargement. Déjà, je vous avais montré comment charger ça. Donc, vous savez très bien que ici, il s'agit par exemple d'un rectangle. Vous voyez, c'est une figure rectangulaire. Et donc, si vous voulez bien comprendre ça, je peux rentrer rapidement ici. OK? Voilà, donc en faisant justement la coupe transversale, vous allez voir ici que c'est un rectangle. Vous voyez? Un rectangle. De l'autre côté, vous avez donc des trapèzes, ainsi de suite. Donc c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Donc là, j'ai remplacé par deux figures, comme d'habitude.
Là, maintenant, je calcule directement la section S1. On le sait très bien que la section S1, ok, sera égale à la section S4, ok, sera égale à la section S4, qui est égale à L, puisque ce sont des rectangles, hein, qui est égal à, sera égal à L multiplié par grand L multiplié par petit L. La surface d'un rectangle, longueur fois largeur. Je remplace, je trouve directement la surface ici. Je calcule aussi pour, ok, SD, je trouve sa valeur. Là, je calcule pour S3, comme c'est 2, donc DS3, ok, donc multiplié par D, je trouve directement sa valeur, ainsi que pour S4. J'évolue, là, il n'y a rien à changer là. Donc, la même procédure que pour les poutres longitudinales. Je trouve maintenant sa surcharge, le QI 1, égale à 27 216 Newton par mètre. Ok? Voilà. Là également, je calcule pour le QI 2, je trouve sa valeur. Je calcule pour le QI 3, je trouve aussi sa valeur. Je calcule pour le QI 4, je trouve sa valeur. Calcule le QI 5, ok? Donc la sollicitation par rapport au QI 5, je trouve aussi sa valeur. Maintenant, je calcule aussi pour le QI 6, je trouve aussi sa valeur. Ok? Tout en sachant que la poutre que je suis en train de calculer, c'est la poutre influencée. Voici maintenant son chargement. Comment est-ce que la poutre influencée sera chargée? Vous avez donc son chargement ici. Là, c'est bon déjà pour moi. Maintenant, je vais faire aussi le chargement de la poutre transversale influencée, mais bien sûr de la dalle terrasse. Ok, comme vous le savez, donc c'est un bâtiment plan type. Et donc, la même poutre influencée sur la dalle d'habitation, ok, c'est celle que je vais calculer aussi au niveau de la dalle terrasse. Mais à la simple différence, c'est que au niveau de la dalle terrasse, je n'aurai pas de porte-à-faux. Ok? Je n'aurai pas de porte-à-faux. C'est-à-dire, les deux porte-à-faux ici vont directement tomber. Donc, les deux porte-à-faux vont tomber. Ça va tomber. Ok? Ça également va tomber. Puisque là, je suis au-dessus, donc il n'y a pas de porte-à-faux au niveau de la dalle terrasse. Mais la configuration ici, c'est la même chose. Donc là, j'aurai donc deux trapèzes. Ok? Là, un rectangle et trapèze, ainsi de suite. Donc, dès que je rentre ici, vous allez voir des trapèzes, ainsi de suite. Vous voyez? Alors, maintenant là, je procède aussi de la même façon. Je calcule maintenant le QI 1. Je trouve sa valeur. Je calcule le QI 2. Je trouve sa valeur. Je calcule le QI 3. Je trouve sa valeur. OK? Maintenant, je calcule également le QI 4. Je trouve sa valeur. Voici donc son chargement. OK? Donc là, c'est pour dire que je viens de charger déjà la poutre influencée de la dalle d'habitation, bien sûr la poutre transversale, mais aussi j'ai calculé déjà la poutre influencée, ok, de la dalle terrasse, ok, où je déduis donc j'ai enlevé les porte-à-faux. Maintenant, comment faire maintenant l'évaluation de la charge horizontale, ok, autrement dit donc la poussée du vent. Ici, ce qu'il faut retenir les amis, il y a plusieurs méthodes, hein, donc il y a plusieurs méthodes à utiliser. Regardez ce que nous allons faire ici. D'abord, nous sommes obligés de définir rapidement d'abord la pression dynamique des bases. Ok, la pression dynamique des bases, justement, de la poussée du vent. Ce qu'il faut comprendre, cette pression dynamique est donnée généralement par la hauteur. Par la hauteur. Raison pour laquelle vous allez voir ici que, qu'est-ce que je vais mentionner ici? La pression dynamique de base du vent à 10 mètres, ok, de la hauteur, est évaluée à 87,5 décanewtons par mètre carré. Ok, généralement, donc c'est comme ça. Par exemple, chez nous ici, nous sommes dans un climat bien sûr tropical, que ce soit dans la ville province de Kinshasa ou bien dans les Congo centrales. Généralement, dans les Congo centrales, également, on fait la même chose. Ok, raison pour laquelle ici, d'autant plus que ça, c'est un projet que j'ai calculé dans les Congo centrales. Raison pour laquelle je vais bien mentionner ici. Donc, la pression dynamique de la base du vent à 10 mètres de la hauteur est évaluée à 87,5 décanewtons par mètre carré pour la province du Congo central. Alors, si vous voulez par exemple avoir les ABAC qui approuvent tout ça, écrivez-moi dans les commentaires. Comme ça, je peux vous envoyer l'ABAC sans problème. Ok? C'est comme je vous avais dit. Donc, là, nous sommes en train de travailler sur avec Bayel. Ok? Mais néanmoins, il y a également cet ABAC de Marcus qu'on avait donc commencé ensemble avec vous, que nous sommes en train d'utiliser, surtout beaucoup plus c'était pour la dalle. Mais aussi, il y a d'autres ABAC que j'ai ici, donc écrivez-moi concernant les vents, comme ça je pourrais vous le partager.
Alors, déjà ici, c'est que moi, je fais maintenant, c'est quoi? Pour une hauteur, par exemple, de 18 mètres. Pourquoi 18 mètres? Donc, ça dépend justement du bâtiment. Par rapport à notre projet ici, je prends encore une fois de plus ma calculatrice. Je prends ma calculatrice. Regardez comment vous allez évaluer donc la pression du vent. Alors, la hauteur sous plancher, pour mon cas ici, est de 3 mètres. Ok, donc ça ne varie pas, il est de 3 mètres partout. Rez-de-chaussée, R-1, disons comme rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, ainsi de suite. Alors, j'ai combien de niveaux? Donc, en réalité, au total, j'ai 5 niveaux. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? Par rapport aux étages, bien sûr. Bon, je peux compter soit par rapport aux étages, tout comme par rapport au niveau. Par rapport au niveau, je dirais que c'est un bâtiment R plus 5. Donc, en réalité, j'ai 4 niveaux. Ok? Donc, le rez-de-chaussée, plus 4 niveaux. Est-ce que cela est vrai? Non, les amis. C'est-à-dire, quand on dit, vous avez un bâtiment R plus 5, c'est-à-dire, vous avez les rez-de-chaussée, ok? Les rez-de-chaussée, plus 5 étages. Ok? Donc, le rez-de-chaussée plus 5 étages. C'est-à-dire le R qui est le rez-de-chaussée. Vous avez le premier étage, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à cinquième étage. C'est ce qui fait R plus 5. Maintenant, si on veut parler des niveaux, d'autant plus que les niveaux 0, 0 d'un bâtiment commencent justement au niveau dans le seuil. Ok? Si on veut parler en termes de niveaux, on dira que non, c'est un bâtiment de 6 niveaux. Puisque le niveau 0, 0, c'est là où on pose nos pieds. Donc, c'est vraiment dans le seuil. C'est là où commence le niveau 0, 0. Dès que vous montez déjà à une hauteur de 3 mètres, ok, donc juste au niveau du rez-de-chaussée, en termes de niveau, il faut considérer ça déjà comme un niveau. Pourquoi? Puisque ça fera dans le 0 plus 3. Ça fera le 0 plus 3. Ok, dans les 3 mètres de niveau. C'est pour dire qu'en termes de niveau, on dira que c'est ça les premiers niveaux. Donc, un bâtiment R plus 5, c'est arrivé à dire quoi? C'est un bâtiment à 6 niveaux. Un bâtiment à 6 niveaux, mais néanmoins, un bâtiment à 5 étages. Je ne sais pas si je me fais comprendre, puisque là aussi, je reçois trop de questions par rapport à ça. C'est simple à comprendre. Voilà. Par rapport à notre cas ici, donc, si je prends les 3 mètres, la hauteur sous plancher 3, ok, je multiplie ça maintenant par le nombre, ok, comme je viens de le dire tout à l'heure, je multiplie par le nombre, justement, des niveaux, c'est-à-dire ça sera 3 multiplié par 6. Ok, ça me fera donc 18. Vous voyez? Puisque là, j'ai considéré les niveaux. À ce stade, je ne peux pas considérer les étages. Je ne peux pas considérer les étages. Ok, mais je suis obligé de considérer les niveaux. Puisque s'il faut considérer les étages, je prendrai, c'est-à-dire que 3 multiplié par 5. Là, j'aurai donc 15. Et ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, puisque si vous prenez, en termes de niveau, si vous prenez rien que les rez-de-chaussée, ça fait 3 mètres. Ok? Premier étage, ça fait 3 mètres. Deuxième étage, ça fait 3 mètres. Troisième étage, ça fait 3 mètres. Quatrième étage, ça fait 3 mètres. Cinquième étage, ça fait 3 mètres. Ok? Et puis, ok. Ça donne directement 18 mètres. Alors, comment maintenant vous avez trouvé donc 15 mètres? Ok? C'est ça, en fait. C'est là où il y a justement le bémol. Donc, les amis, respectons très bien ces domaines. Donc, comprenez qu'il y a une différence entre quand on parle d'un niveau et aussi quand on parle d'un étage. Donc, d'autant plus que j'ai trouvé 18, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant ici, je vais poser dans le 18 ici. C'est-à-dire, le P 18, ok, qui est bien sûr la hauteur, sur P égale à 10, dont la pression dynamique ici, la pression à une hauteur de 18 mètres et la pression à une hauteur de 10 mètres, sera égale justement à combien? Sera égale à 2,5. Donc là, je suis en train de poser que la formule. Ça, ce n'est que la formule. Multiplié par H, qui est bien sûr la hauteur, plus 18, sur H, plus 60. Alors, si maintenant je tire directement la pression, ok, dans le P18, ça sera justement égal à quoi? Donc, je fais les chiasmes, comme on a souvent l'habitude de les dire. Ça sera égal à 2,5 multiplié par P10, multiplié par H plus 18, sur H plus 60. Ok? Alors, nous le savons très bien déjà ici que le H égale à 18 mètres. Donc, ça dit P18 sera égal à quoi? Je tire ça, donc sera égal à 2,5 multiplié par 87,5 multiplié par 18
plus 18. Donc, je remplace directement H par sa valeur. Ça sera donc 18 plus 18 sur H par sa valeur, 18 plus 60. Dès que vous calculez, vous allez trouver directement la valeur de 100,96 que je peux arrondir. Donc, la pression à 18 mètres, ok, sera égale à 101 décanewtons par mètre carré. Alors, d'où le type du portique sera donc fait avec une pression de P qui sera égale à 101 décanewtons par mètre carré. Alors, d'autant plus que moi, je suis en train de travailler donc en newton. Ok, donc je prends ça, j'ai converti ça maintenant en newton, ça fait donc 110 newtons par mètre carré. La conversion, c'est simple, hein, je vous avais déjà montré tout ça. Voilà, donc là, je viens de trouver rapidement, et donc la pression, ok, justement, du vent. Alors, il y a à noter bien que je mets ici, c'est-à-dire quoi? Le vent ayant tout simplement une très grande influence sur le plus grand, donc pareillement, du bâtiment, notre largeur d'influence pour la face, ok, ou la facette ou la face considérée est justement de 4 mètres 8. Ok, donc le 4 mètres 8 que je vous avais montré ici. Ok, dans le L sur D et le L1 sur D et le L2 sur D qu'on avait fait ici, on avait trouvé donc 4 mètres 8. Voilà. Alors, justement, comme je l'ai écrit également ici, voir justement la partie hachirée dans la page, voilà, dans notamment la page ci-haut, d'où la poussée du vent sera justement de l'ordre de P, qui sera égal maintenant à 1100 newtons par mètre carré, que je vais multiplier maintenant par la surface d'influence. La surface d'influence qu'on avait trouvée, c'était de 4 mètres 8. Et donc, ça me fera directement la valeur que vous voyez ici, que je peux également vérifier ensemble avec vous. C'est-à-dire, j'aurai maintenant 1100. J'aurai donc 1100, que je vais multiplier par 4 mètres. Ok, 0,8. Voilà, ça me donne 4 mètres 120, que je prends donc 120,8, donc ça fait 4 mètres 121. Ok, newton par mètre. Ok. Alors, si maintenant je vais prendre ça en tonnes par mètre, donc soit ça sera donc la pression P' sera égale à 0,4 tonnes par mètre. Vous voyez? Donc là, c'est bon déjà pour moi. Après ça, maintenant, voici donc les amis, les chargements de la structure. Ok? Voici donc les chargements de la structure. Qu'est-ce que je fais ici? De l'autre côté, je vous avais déjà dit que là, je n'ai pas de porte-à-faux. Ok? Je garde la surcharge, d'autant plus que c'est une dalle terrasse accessible, mais néanmoins, je n'ai pas de porte-à-faux que j'ai enlevé. Mais tandis que de l'autre côté ici, les portiques que nous avons étudiés, nous allons donc étudier ici. Nous avons pris la poutre influencée, qui est justement le PT8, ok, qu'on a donc chargé. Et bien, j'ai pris ça pour uniformiser maintenant dans chaque niveau ici. J'ai uniformisé dans chaque niveau. Ok, vous avez donc le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Exactement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Ok, là vous voyez que c'est clair, non? Puisque là je parlais des étages. Mais si je veux parler des niveaux, donc j'aurai donc 6 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau et sixième niveau. Vous voyez? Donc, vous avez dans la hauteur et tout ce qui va avec. Alors, maintenant les amis, à ce stade, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est comme je vous avais dit, pour essayer un peu d'aller beaucoup plus rapide. Là, vous avez déjà les portiques. Ces portiques, on peut les calculer à la main. On peut les calculer à la main, c'est pas compliqué. Mais sauf que ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps, puisqu'il y a plusieurs poutres ici. Il faut commencer à étudier poutre par poutre, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, pour faire simple, c'est là où j'ai dit que un ingénieur, c'est un génie. Pour faire simple, vous pouvez prendre donc ces portiques, vous les calculez, vous les modélisez d'abord sur Robot Structural Analysis professionnel. Vous les calculez et vous obtenez directement les éléments de réduction. OK? Et puis, vous allez évoluer sans problème. OK? Regardez ce que je fais. Je pris ces portiques. Maintenant, là, nous passons directement au calcul des efforts. Partant justement du plan, OK, des chargements ci-haut, donc ci-dessous, OK, dans le plan que je vous ai montré ici, pour évaluer les sollicitations des éléments porteurs de notre portique, nous avons donc utilisé le logiciel Robot Byte, donc Robot Structural Analysis Professionnel, pour plus de précision. OK? Et dans la suite, on fera donc usage de ces sollicitations pour calculer maintenant les armatures après, bien sûr, chargement. Nous avons trouvé ceci. Je m'explique.
Ce qu'il faut comprendre également, les amis, quand vous calculez un portique à la main, d'abord, il faut bien maîtriser les calculs à la main. Il faut bien maîtriser les calculs à la main. C'est là où vous allez comprendre que d'autres personnes disent que non, robot ne calcule pas bien, robot ne donne pas des bons résultats, robot peut-être donne voilà, des plans d'armature un peu exorbitants, tout là. Je réponds chaque fois à cette question pour dire que c'est faux. Pour dire que c'est faux. Je l'ai dit en connaissance des causes. Si un ingénieur ou bien quelqu'un te dit ça, sachez-le que peut-être il n'a pas encore bien maîtrisé ses logiciels. Puisque si par contre que vous avez bien maîtrisé le logiciel, vous maîtrisez également les calculs de structure à la main, les amis, je peux vous confirmer que les logiciels Robot Structural Analysis vous donnera tout simplement des bons résultats. Ok, des bons résultats. Je m'explique. Par exemple, ici déjà, regardez ce que je mentionnais ici. Pour raison de précision, et d'ailleurs, Robot te rapproche de la réalité. Robot te donne même la bonne précision. Contrairement par rapport à la main, si seulement c'est que vous n'avez pas de précision. À la main, pendant que tu calcules, tu peux aussi te tromper. Bien sûr, dans le logiciel aussi, pendant que tu calcules, tu peux insérer mal une donnée et puis tu te trompes. Mais seulement, il faut respecter les principes. Si je vais modéliser, par exemple, ces portiques dans Robot Structural Analysis, et que je ne tiens pas compte d'autres paramètres, par exemple, les poids propres, ok, de la structure ou bien de ces portiques, alors sachez-le déjà que non, le résultat que j'aurai ne sera pas bon. Mais si déjà en amont, j'ai tout respecté, je n'aurai pas de soucis. Donc, les amis, si par contre que vous voulez que je vous montre également comment calculer ces portiques sur Robot Structural Analysis, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais faire une vidéo là-dessus. Comme ça, vous allez le maîtriser. Et si vous voulez également qu'on essaie un peu de calculer ça à la main, écrivez-moi. On pourra faire ça, bien sûr. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Ou bien la vidéo sera très très longue. On le fera justement pour que vous puissiez bénéficier également de cette connaissance. Donc, je peux évoluer. Je réponds d'abord à la lecture ici. Partant du plan de chargement ci-dessous, pour évaluer donc les sollicitations des éléments porteurs de notre portique, nous avons donc utilisé le logiciel RoboByte pour plus de précision. Et dans la suite, on fera usage de ces sollicitations pour calculer les armatures. Après chargement, nous avons trouvé ceci. Regardez ce qu'on a trouvé donc après avoir chargé justement donc ces portiques. Là, vous avez donc la déformée ou la déformation de la structure. OK? Compte tenu de la sollicitation, regardez comment est-ce que la structure va se déformer. OK? Donc, sa déformation va justement du gauche vers la droite. Vous voyez? De l'autre côté ici, vous avez donc le diagramme des moments fléchissants. Vous avez même une idée de sa déformée ici également par rapport bien sûr au diagramme des moments fléchissants. OK? Voilà. Là, ça vous donne directement la valeur max et la valeur min. Vous voyez? Max et min. Mais ça, c'est max, mais en valeur absolue, donc puisqu'il y a un signe négatif ici. Si vous appuyez, et là, vous avez donc en travers. OK? Donc, Robot donne exactement la précision aussi. Diagramme des efforts normaux, donc regardez à quoi ça ressemble. Là, vous avez la valeur min. Et de l'autre côté, vous avez la valeur max. OK? Donc, ça nous donne tout. Là, vous avez le diagramme des efforts tranchants. OK? Le min est là, et puis le max de l'autre côté. Donc, alors, après maintenant, après avoir vu donc tous les diagrammes, regardez maintenant la présentation des sollicitations trouvées. Alors, les efforts normaux recueillis dans le bar se présentent comme suit. OK, donc nous référons ou tout simplement nous référons bien sûr à la nomenclature de nœuds. OK, nomenclature de nœuds, hein, donc ce que vous voyez ici, nœud et barre. OK, donc nous avons après chargement ce qui suit. Concernant l'effort normal, voici donc tout ce que le logiciel m'a donné. OK, que je n'ai pas pu mettre ici pour essayer un peu de permettre à ce que ça soit clair. Ici, j'ai pris que deux valeurs, max et min, puisque c'est ce que j'ai besoin. Mais là, au moins, vous avez les détails. Par exemple, au niveau du bar AG, OK, vous avez donc la valeur de l'effort normal, max et min, BH, max et min, CI, max, min, DG, max et min, EK, max et min. Voilà, donc partout, vous avez deux valeurs, max et min. KL, max 0, max et nil, min aussi nil, ainsi de suite. Donc, même si vous calculez à la main, les amis, vous aurez la même chose. Vous aurez la même chose. Vous voyez? Donc, de l'autre côté également ici, vous avez J qui,
max et min. Ainsi de suite. Voilà. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je peux également faire ici? Je descends rapidement. Je descends. OK. Voilà. La suite est là. Ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez toutes les valeurs là. Donc, je peux descendre rapidement ici. Voilà. Voilà. Là également, par exemple, vous avez les données de F' et M', donc max et min. OK. Jusqu'au-delà. Regardez. Là, je mentionnais aussi le min. Hein, donc, le min. De l'autre côté, j'avais mentionné le max en rouge. Là, vous avez min en vert. Mais c'est en valeur absolue. Hein. Comme vous voyez, moins, c'est-à-dire que c'est le moment au niveau de l'appui. Voilà. Donc, je peux aller rapidement. OK. Là, maintenant, vous avez le deuxième point, c'est donc les efforts tranchants et les moments fléchissants. OK. C'est présent comme suit. Voilà. Le bar TAG, par exemple. Là, vous avez l'effort tranchant en Newton. De l'autre côté, vous avez les moments MAG. OK. Les moments donc en Newton mètre. Voilà. Donc, là, c'est le min de l'effort tranchant. Là, vous avez le max de moment fléchissant et le min. OK. Donc, ça, c'est en travers. Et puis, l'autre, c'est aux appuis. Ainsi de suite. Donc, c'est bien détaillé, les amis. Donc, robot ne peut pas se tromper. Si et seulement c'est que vous avez bien calculé, vous avez bien inséré aussi les coordonnées telles que je vous ai montré. OK. Vous n'aurez pas de souci. Voilà. Donc, là, j'ai tout ce qu'il faut. Là, maintenant, c'est l'effort. Les moments fléchissants, disons comment, c'est l'effort tranchant max. OK. Et puis, je peux aller encore une fois de plus. Alors, une fois terminé, maintenant, ça me donne directement une idée claire à ce qui concerne les valeurs de moment maximum. OK. Un petit détail. De l'autre côté, les tableaux que je vous ai montrés, c'était justement pour vous montrer toutes les valeurs. C'est-à-dire, vous avez les valeurs des efforts normaux, l'effort tranchant, ainsi que les moments. OK. Maintenant, ici, vous avez un peu donc les valeurs bien détaillées. Par exemple, le valeur de moment maximum, c'est présente comme suite. En travers, c'est comme je vous avais dit, dans le moment max en travers, c'est donc, on a trouvé un moment de 28 120.31 Nm. OK. OK. Et puis maintenant, l'effort N. Si vous voyez l'effort N, cela veut dire que c'est l'effort normal. L'effort normal, c'était de 5307.97 Newton. Aux appuis, le moment max, on a trouvé de 60. OK, 60, donc de 60 061.60 Newton mètre. Tandis que l'effort normal, c'est 5307.9 Newton. OK. Et puis de deux, vous avez maintenant le valeur des efforts tranchants. Le plus élevé, c'est présent comme suit. Le TAG, c'est ça l'effort tranchant le plus élevé. Ça fait 81 314.92 Newton. Et puis le valeur de l'effort normal le plus élevé, c'est présent comme suit. OK, le N, les 62 000. OK, donc ça fait 621 667.69 Newton. Là, vous avez donc déjà le max et le min. Donc, le max plutôt. OK, donc là, pour le moment, je dirais le max et le min. Pourquoi? Puisque ça, c'est le max en travers. De l'autre côté, vous avez les max aux appuis. Donc, ça fait max et min. OK? Voilà. Maintenant, étant donné que je sais très bien les valeurs maximum, je vais faire maintenant la détermination de section d'armature. Bien sûr, de la poutre transversale, du portique. OK? Déjà, on avait calculé la section d'armature. On avait calculé pour les poutres longitudinales. Nous avons fait pour les poutres longitudinales d'habitation, ainsi que pour les poutres longitudinales d'altéresse. Là, maintenant, nous allons déterminer ensemble avec vous les sections d'armature de la poutre transversale, bien sûr du portique. Alors, partant justement du schéma statique de notre portique, OK, dans le schéma statique que je vous avais montré, là où j'avais dit que c'est comme ça que vous serez à mesure de modéliser avec Robot Structural Analysis. OK, nous analyserons donc successivement les poutres de fil ci-dessous. Voici le fil que nous allons analyser. Voilà, donc c'est ça la complexité de ces projets. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Nous allons donc calculer qu'une seule poutre, OK, qui nous donne le valeur maximum des moments
eux, les résultats seront donc uniformisés pour toutes les poutres transversales. Donc, c'est ça la méthode, en fait. C'est ça les principes. Ça dit, comme vous le savez, en ingénieur dimensionne ou calcule toujours dans les cas les plus défavorables. Et donc, ça veut dire que je suis obligé, premièrement, de calculer d'abord, de trouver dans quelle est la poutre transversale la plus sollicitée, ok, par rapport aux différentes valeurs de sollicitation. Et puis, je vais calculer maintenant, je vais calculer ou dimensionner cette poutre, calculer donc la section d'armature de cette poutre. Et la section que je vais trouver, c'est celle que je vais uniformiser partout. Ok, raison pour laquelle ici, vous allez voir que j'ai fait mention pour dire que nous allons calculer une seule poutre qui nous donne justement le valeur maximum des moments et les résultats seront uniformisés pour toutes les poutres transversales. Alors, ces poutres, ces poutres toutes travaillent en flexion composée. Ok, justement, donc les poutres travaillent en flexion composée puisqu'elles sont soumises à la fois à un moment fléchissant et puis 2, un effort tranchant et puis 3, un effort normal. Ok? Donc, vu que ce sont des poutres soumises au même moment, ok? Au même moment, avec la pression des moments fléchissants, vous avez un effort tranchant, ainsi que un moment normal. Et donc, c'est là conclu pour dire que les poutres seront donc dimensionnées en flexion composée. Ok? Puisqu'il n'y a pas que le moment, il n'y a pas que le moment. Donc, nous avons les moments, l'effort tranchant, ainsi que l'effort normal. Alors, regardez maintenant les critériums. Nous allons commencer d'abord par les critères de matériaux. Caractéristiques des matériaux utilisés. Nous avons donc le béton. Ok, le béton, donc 350 kg par mètre cube. Ok, donc j'ai dosé le béton, sera dosé dans ça sera des 350 kg par mètre cube. Le FC28 du béton. Ok, donc je prends le 20 mégapascal. Le FE, c'est-à-dire caractéristique justement de l'acier. Nous allons travailler avec un acier de 40 mégapascal. Les ES, ça sera de 200 000 mégapascal. Tout ça, donc, au début, je vous avais montré ça. Alors, le FBI, ok, la formule est là. Donc, c'est la même formule qu'on avait utilisée au début. Donc, ça sera le 0.85 multiplié par FC28, ok, sur gamma B. Alors, dès que je remplace directement, je remplace le 0.85, ça sera donc multiplié par le 20. Ok, le 20, ce n'est que par rapport au béton sur le gamma B qui est égal à 1.5. On avait calculé ça déjà au début avec vous. Donc, le total, ça fait 11.33 mégapascal. Alors, pour ce qui est justement des unités, dans les calculs, on prendra donc l'effort normal, ça sera donc en méganewton. La distance, ok, qui est bien sûr l'unité de force, ça sera donc en centimètres. Ok, ça dépend. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, disons comme le même unité, hein, donc ça dépend. L'unité de force ici, moi j'ai pris les centimètres. Les moments, ça sera donc en méganewton mètre. Ok, diamètre de barre, ça sera en millimètres. La contrainte, ça sera donc en mégapascal. Et la section d'armature, comme il s'agit bien sûr de la section, donc nous avons des dimensions là-dessus, ça sera en centimètres carrés. Voici maintenant la géométrie de la poutre. Ok, donc nous avons en travers une section transversale, bien sûr en T, avec les caractéristiques suivantes. N'oubliez pas que là, nous sommes en train de calculer la section d'armature pour les poutres transversales. Donc, ça veut dire quoi ici? La base sera égale à combien? Donc, la base sera égale à 20 cm. La hauteur, ok, les H0, ce n'est que l'épaisseur de la dalle. La table de compression est de 15 cm. Les HT, c'est-à-dire la hauteur totale, telle qu'on avait prédimensionnée, est de 40 cm. Alors, pour trouver 2, 2 sera tout simplement égal à 0.9 multiplié par H. Ok? C'est-à-dire que le 0.9 sera multiplié par les H ici. Pas les H ici, mais ce sera les H ici. Les HT, les H total. Ça fait 36 cm. Alors, une fois remplacé ici, maintenant, comment vous serez à mesure de calculer donc la largeur de la table de compression B? Le B que vous voyez ici. Au début, je vous avais montré, les amis, pour dire que la table de compression est très important. Puisque le calcul des structures n'est pas comme, je peux dire comment, n'est pas tout simplement comme on travaille sur des logiciels. Ok? Dans le calcul des structures, c'est vous qui calculez. Donc, l'idéal serait que vous puissiez d'abord maîtriser les fonctionnements. Mais dans le logiciel, vous pouvez ou à ne pas avoir une certaine maîtrise, mais dès que vous insérez les données, le logiciel va directement calculer. Ok? Donc,
pour calculer la table des compressions ici, le B que vous voyez ici, qu'est-ce qu'il faut faire? La largeur B prend donc la plus petite valeur parmi justement les valeurs données par les trois expressions suivantes. Je peux calculer la table des compressions B par cette formule, c'est-à-dire B égale à 12 multiplié par H0 plus B0. Alors, si je remplace directement, ici donc, les 12 sera multiplié par H0. H0 n'est rien d'autre que l'épaisseur de la dalle, qui est de 15 cm, plus le 20, c'est-à-dire le B0 qui est la base de la poutre. Ça me donne une valeur de 200 cm. OK? Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, le B, la table des compressions, peut être égale à 1 tiers de L. OK? À 1 tiers de L. Les L ici, ce n'est que la portée. Ce n'est que la portée. Alors, par rapport justement à cette poutre transversale, ça fait de la portée de 3,85 m. Donc, ça dit, je vais remplacer directement. Le 1 sur 3 sera donc multiplié par 3,50 m, donc 385 cm sur 3. Ça me donne directement une valeur que vous voyez ici. Je peux également revérifier ça ici. 385, que je vais diviser maintenant par 3. Voilà, je trouve 128,33. Donc, 128. Et puis enfin, B doit être égal à L. OK? Le L ici, regardez, ça vous avez dans le petit L. De l'autre côté, vous avez dans le grand L. Donc, ça me donne directement le L ici, qu'on avait considéré est égal à 40 cm. À 40 cm, donc 4000, disons comment? 4 mètres, donc 400 cm. Vous voyez? Alors, si je vérifie maintenant entre les trois calculs que je viens de faire ici, le principe nous dit que je suis obligé d'obtenir la plus petite valeur. Et donc, la plus petite valeur entre les trois, c'est 128. Donc, c'est raison pour laquelle on adopte donc la table de compression B égale à 128 cm. OK? Voilà. Après ça, maintenant, je vais calculer donc les armatures. Alors, si par contre que je vais, encore une fois de plus, faire les calculs des armatures longitudinales, OK? Puisque vous le savez, j'aurai des armatures en travers, tout comme aussi au niveau des appuis, il faut vérifier. Nous allons donc dimensionner qu'une seule travée de la portée, OK, de la poutre GH, et les résultats seront uniformisés pour toutes les poutres, OK, notamment puisque c'est là où on a trouvé la valeur max justement des moments. En travers, déjà le moment M max, qui est égal bien sûr au moment GH, tel que mentionné ici, qui est égal aussi à MI, toujours le moment max. La valeur trouvée est de 28 128,31 Nm. OK, à méganewton mètre, comme on avait dit, donc ça sera 0,028120031. Vous pouvez faire la conversion. Et l'effort normal NU, OK, de 5307,97 Newton. Ça fait 0,00530797 méganewton. Et donc, le moment par rapport, bien sûr, à l'armature vaut donc le MAS, OK, qui sera égal à LI, multiplié par E. OK? Le E ici, ça représente tout simplement l'excentricité. OK? Maintenant, nous allons d'abord déterminer l'excentricité, OK, afin d'avoir une précision aussi de ce qu'il faut faire. Alors, comment maintenant déterminer l'excentricité? J'ai déjà posté, je fais des formations là-dessus. OK, allez-y jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que c'est très très riche. Détermination de l'excentricité. Le E1 sera égal à MI sur NU. C'est-à-dire là, vous avez le moment max et vous avez également l'effort normal max. Dès que vous remplacez les D, je trouve une valeur de 5,30 mètres. OK? Alors, en centimètres, maintenant, ça fera quoi? Ça me donne une valeur de 53 cm. OK? Alors, maintenant, le EA sera égal à quoi? La formule nous dit que sera égal à max multiplié par des centimètres. OK? Le L sur 25 doit être égal à max, donc je remplace directement 2 cm. OK? Multiplié par 385 sur 250. OK? Et dès que je calcule, je trouve une valeur de 1,54 cm. Maintenant, je calcule également l'excentricité au point 2 et 2. La formule nous dit que ça sera égal à 3 LF carré sur 10 000 multiplié par H. Multiplié par 2 plus alpha multiplié par le diamètre. OK? Je peux remplacer directement. Donc, avec alpha qui sera égal à 0,5
Ok, ce sont des formules et le diamètre sera égal à 2. Alors, comment maintenant trouver le LF? Ok, la longueur justement du flambement. Ça sera trouvé par quoi ici? Donc, je peux directement remplacer. La formule est que il faut prendre dans le 0.7. Ok, le 0.7 est fonction de l'encastrement, la manière dont donc l'édifice va travailler. Multiplié par L0. Ok, dès que je remplace ici, eh bien, je trouve directement la valeur de 2.7 mètres. D'où le E2 sera égal, je remplace, je trouve la valeur de 0.016 mètres. Ok? Ainsi que, ok, l'excentricité totale, ça sera égal à 5 mètres 30 plus 1 mètre 54 plus 0,016 mètres. Ça me donne une valeur de 6,86 mètres. Ok? Maintenant, le moment par rapport justement à l'armature AS vaut donc l'effort normal qui est égal, ok, aux valeurs ici, converti déjà en méganewton. Donc le MS sera égal à N multiplié par E. Et ce n'est que l'excentricité. D'autant plus que cela est déjà calculé, je peux directement remplacer ici. Je remplace la valeur ici. Je trouve une valeur de 0,036412 mégapascal dans méganewton mètre. Ok? Donc, le MS, moment par rapport au S, me donne la valeur de 0,036412674 méganewton mètre. OK? Maintenant, je trouve également le MT. La formule est simple. C'est juste question de prendre la base dans le B multiplié par l'épaisseur de la dalle, H0, multiplié par FBC du béton, multiplié par HT moins H0 sur 2. Dès que je remplace ici, je trouve directement le MT est égal à 0.706992 méganewton mètre, qui est justement supérieur à MS, qui est égal à 0,036412 674 méganewton mètre. Alors, d'autant plus que le MT sort supérieur à MS, la conclusion est que le moment est équilibré justement par la table CEL. OK? Et l'axe net donc est dans la table des compressions. Dans ces cas, donc, c'est qu'il faut comprendre, la section, ok, la section s'étudie justement comme une section rectangulaire. Des dimensions, bien sûr, base fois hauteur. Ok? Ça dit, ce que je suis en train de faire ici, c'était d'abord la vérification. On doit vérifier pour se rassurer que l'axe net, par exemple, ok, ne tombe pas soit sur la table de compression, c'est-à-dire l'épaisseur de la dalle, ou bien ça tombe dedans. Alors, quand on a vérifié, d'autant plus que déjà le MT sort supérieur au MS, raison pour laquelle j'ai conclu pour dire que le moment est équilibré. Justement par rapport à la table CEL, et l'axe net est donc dans la table des compressions. Donc ça tombe au niveau de la table des compressions. Donc, d'où ces cas nous permet de manière à ce que nous puissions calculer maintenant, étudier cette poutre comme une section rectangulaire de dimension B fois H. Étudions ça maintenant. D'abord, je vais faire d'abord les calculs des coefficients de remplissage. Comment calculer maintenant les coefficients de remplissage ici? C'est juste question de prendre l'effort normal, ultime bien sûr, le NI, sur B multiplié par HT multiplié par FBI. Je remplace directement, c'est simple, ça on avait déjà trouvé. Je trouve une valeur de 0,0009150 et puis 15, qui sort inférieur à 0.81. Ok? Alors, maintenant, là déjà je vois que c'est génial. Maintenant, l'excentricité critique relative. Ok? Alors, pour justement, d'abord pour les calculs des coefficients de remplissage ici, inférieur à 2 tiers. Donc, ça veut dire quoi? L'excentricité critique relative ici, la formule est simple. C'est juste question de prendre 1. Au numérateur, on aura donc 1 plus racine carrée de 9 moins 12. OK? Coefficient de remplissage 1 sur 4 tiers plus racine carrée de 9 moins 12 coefficient de remplissage 1. Dès que je remplace, je trouve la valeur de 0,9238. dont le ENC sera égal maintenant donc, à l'excentricité critique relative multipliée par H. Dès que je calcule ça, je remplace, je trouve une valeur de 0.37 mètres. OK? Donc, cela arrive à dire quoi ici? L'excentricité trouvée le 6 mètres 86 sort supérieur à ENC. OK? Qui est égal à 0,37, d'où la section est partiellement comprimée. C'est pour déterminer d'abord est-ce que la section sera comprimée.
où la section ne sera pas comprimée. Comprimée ou tendue. Maintenant, calculons les armatures rapidement. Calcul d'armature. Calcul des moments de flexion, par exemple. Fictive de flexion. Alors, le moment ici, fictive, sera égal à la valeur déjà est là, dans la formule. Ok, je trouve cette valeur. Je calcule d'abord le moment réduit. Moment réduit, vous le savez, hein, vous savez très bien comment on calcule ça, donc ça c'est simple, je vais pas aller rapidement. Dès que je calcule, je trouve la valeur de 0,012 inférieure à 0,186. Je tombe dans le pivot A. Donc, le moment réduit est inférieur à 0,1. Je calcule maintenant la section d'armature ici. Donc, disons, la section d'armature, bien sûr, les AS. OK? Bien sûr, ça c'est réel, hein? Donc, les AS ici. Dès que je remplace le 1,07 multiplié par, je remplace par la valeur déjà ici calculée, je trouve cette valeur, donc on peut arrondir ça, donc ça fait 3,16 cm². D'accord. Maintenant, la section réelle d'acier tendu vaut donc, je remplace directement la valeur ici, moins la formule, je remplace et je trouve 3,03 cm². On adopte donc la section d'armature de 3 barres de 12 pour une section de 3,39 cm². Maintenant, étant donné que cela est terminé, maintenant je peux voir rapidement la section transversale, donc pour les cadres. Alors, je vais prendre d'abord les diamètres. Je prends d'abord les diamètres ici. Et donc, c'est pour dire que le diamètre, là maintenant, sera égal à quoi? Ça sera, le diamètre transversal doit être supérieur ou égal au diamètre, diamètre L sur 3. OK? Je prends directement le diamètre des barres utilisées, barre des 12, je divise par 3, ça me donne une valeur de 4 mm. Prenons par exemple, on adopte donc la section transversale, on prend le barre de 6. OK? Alors, maintenant, le T ici doit être inférieur ou égal à 15 enrobage, c'est-à-dire à 15 diamètre minimal. Dès que je remplace ici, multiplié par les 12 ici, ça sera en centimètres, ça fait 1,2 cm. Ça me donne un espacement de 18 cm. Donc, voilà, donc j'aurai au total 6 barres tout au long de 18 cm comme espacement. 18 cm, ce n'est que l'espacement ici. Donc, pour des raisons justement de disposition constructive, nous adoptons également donc 3 barres de 10 dans la partie supérieure de la section comme armature de construction. OK? Donc, regardez maintenant le plan d'armature en travers. Vous voyez, regardez en travers à quoi ça ressemble. Donc, vous avez 3 barres de construction ici, barre de 10, et 3 barres calculées ici, donc barre de 12. OK? Et puis, vous avez dans les 3 brins, ainsi que l'espacement des étriers. Maintenant, je passe rapidement aux appuis. Aux appuis, je prends également le moment aux appuis. Là, on avait trouvé le moment max aux appuis, bien sûr, le MI, qui est bien sûr le max. Je prends également l'effort normal max. Je calcule rapidement le moment par rapport à l'armature. Donc, ça sera la même formule, le MAS, qui est égal à NU, multiplié par E, qui est l'excentricité. Je calcule, hein, dans la même procédure, je vais seulement remplacer le moment ici. Je remplace l'effort normal, je calcule. Je calcule maintenant le EA, je calcule le ED, je trouve également la même formule comme on l'avait fait. D'où donc je remplace ici, je trouve directement la valeur ED, ainsi que E. Voilà, dans l'addition, je trouve la valeur globale. Le moment par rapport justement à l'armature AS, je calcule également ici, là je trouve. Le coefficient, calcule les coefficients de remplissage comme on l'avait fait, je trouve également la valeur ici. OK? La même formule, donc c'est très très sympa. Et là je trouve maintenant l'excentricité égale à 12,87 mètres sort supérieur à EMC. OK? D'où la section est également partiellement comprimée. La même procédure, donc je calcule maintenant les armatures. Calcule le moment de flexion fictive de flexion. Donc, je calcule là, je remplace la même procédure et c'est bon. Maintenant, je calcule également le moment réduit. Comme vous le savez, je trouve, là, je tombe dans le pivot B, puisque le moment réduit ici égale à 0,24 sort supérieur à 0,186, pivot D. Section d'armature, je calcule la section réelle d'acier tendu. Je trouve 6 barres de 12, OK, pour une section de 6,78 cm². OK? Alors, là maintenant, je calcule maintenant les armatures transversales. Sur l'appui, l'effort tranchant le plus élevé vaut donc T ou VI égale, on avait trouvé 800,
813 114,92 newtons. Dans le fort tranchant réduit, VI, A pour Valère, donc ça sera avec le B0, qui est bien sûr le l'épaisseur de la dalle, et les H, qui sera égal à 2, égal à 36, puisqu'on avait pris les HT, moins justement l'enrobage. La contrainte tangentielle ultime, on calcule ici, donc ça sera tout simplement le VI sur B0 multiplié par 2, le DC est 36 ici. Je trouve une valeur de 150,75 newtons par centimètre carré. La contrainte tangentielle limite, je remplace ici par la formule, donc c'est sympa. Donc dès que vous remplacez, je trouve également cette valeur ici. OK, et après maintenant d'où, après avoir calculé cette contrainte, je trouve une valeur globale de 266 newtons par centimètre carré. Donc pas de barres relevées. Donc je n'ai pas besoin de barres relevées. OK. Disposition constructive maintenant. Le diamètre de la barre transversale aura donc la valeur suivante. La formule, je remplace directement. Donc, nous prenons donc le barre de 8 mm. L'espacement max, je remplace ici, je calcule. Donc, je trouve de 20 cm. Soit, OK. Donc, 6 barres et puis l'espacement de 20 cm. Regardez à quoi ça ressemble. Là, vous avez maintenant une coupe longitudinale. OK. Les armatures des poutres transversales. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que jusque-là, il n'y a aucun problème. Donc, je viens de calculer tout ça. Et puis, donc, j'ai terminé. Maintenant, je vais passer rapidement à ce qui concerne les calculs maintenant des poteaux. OK? Alors, à ce qui concerne les calculs des poteaux, nous allons enchaîner ça rapidement. Vous allez comprendre, premièrement, comment prédimensionner un poteau. Et puis, jusqu'à tel point que nous allons dimensionner les poteaux. Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer déjà concernant cette formation. Je crois que pour cette partie, on peut arrêter à ce niveau. Là, vous avez bien compris comment faire dans le titre d'un portique. OK? Comment faire le titre d'un portique jusqu'à tel point que nous allons ressortir la poutre transversale la plus sollicitée et puis de passer rapidement justement donc au dimensionnement. Vous voyez? Donc, c'est pas compliqué. C'est que j'aimerais tout simplement vous demander. Si vous avez encore des lacunes, vous avez encore des soucis, contactez-moi inbox, achetez le pack complet, vous ne serez jamais déçus, vous allez apprendre beaucoup de choses là-dessus. Voilà ce que j'allais vous montrer les amis, merci de votre disponibilité, passez une excellente soirée, au revoir.